Par le pouvoir du crâne ancestral. Point Break ou Bad Boys 2? Attrape le chat! Et cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Je déconne. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Film à emporter. Je suis Alexandre, comme d'habitude, je serai votre hôte avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alex. Aujourd'hui, on va vous parler de deux films, Invasion of the Body Snatchers de 56 par Don Siegel et de 1978 par, j'allais dire Michel Kaufman, pas du tout. Ce qui n'est pas la même chose. Par Philippe Kaufman. Dans la langue de Molière, bien sûr, l'invasion des profanateurs de sépulture. Magnifique traduction s'il en est, peut-être même un cas d'école. Donc la première version avec Kevin McCarthy, Donna Winter, Caroline Jones, King Donovan, Larry Gates. La version de 78 avec Donald Sutherland, Brooke Adams, Veronica Cartwright et Leonard Nimoy, et j'en ai oublié un, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, bien sûr. Du coup, ça nous raconte l'histoire en fait dans les deux versions d'une invasion d'extraterrestres qui prennent forme humaine et qui remplacent en fait chaque être humain au fur et à mesure. Dans la version de 58, c'est donc un petit village, le village de la ville de Santa Mira, mais qui est vraiment une espèce de petite ville perdue De Provence, ouais, avec en marge. Ouais. Et dans la version 78, on est vraiment en plein milieu urbain, en plein San Francisco. Adaptation d'un roman de Jack Finney. Voilà. Et ça me semble que ça se passait. Du coup, la version de 58 est plus proche de celle du bouquin, parce qu'on est plus dans un cadre serré. Là où celle de 78, en étant à San Francisco, prend des libertés, quoi. Et du coup, qu'as-tu pensé de ces films, Arnaud ? Une fois n'est pas coutume, j'ai encore choisi le film du jour. C'est vrai. Alors, un duo, on aimait bien les formats duo comme ça, donc c'est intéressant de pouvoir faire la comparaison, parce que c'est deux films qui partent d'une même histoire, hein, donc inspirés, comme tu l'as dit, de la nouvelle de Jack Finney, mais qui prennent vraiment deux virages différents. Et moi j'aime autant les deux, quelque part, avec une petite préférence peut-être malgré tout pour le Kaufman, parce que c'est deux salles, deux ambiances malgré tout. Je trouve que le premier est un film beaucoup plus simple, strict to the point dans son approche. Le film il dure 1h30. Strict to the point. Ouais, mais c'est ça, hein, clairement, ça va droit au but. C'est vrai. C'est une façon de raconter les histoires qui était vraiment comme ça se faisait beaucoup dans ces années-là, années 50, années 60. Donc il y a un style aussi un peu plus académique. Vraiment, hein, comme on pouvait voir dans la guerre des mondes, le choc des mondes, ces films-là, c'est-à-dire avec une galerie de personnages très réduite, attachant tout de suite sur le papier. Dans leurs interactions, tout est très simple, tout est très fluide dans la narration, et en même temps qui avait une approche un peu plus kingienne, au sens où c'était vraiment l'intrusion du fantastique dans un milieu, dans une petite bourgade de province où tout le monde se connaît. Dans un truc d'habitude. C'est ça, où du coup la paranoïa va naître aussi de ces rapports humains où en fait tout le monde se connaît mais en même temps on ne se connaît pas. Aussi, il y a aussi cette manière d'aborder l'histoire qui est assez intéressante, que dans le Kaufman pour le coup on va être plus dans, comme tu l'as dit, une approche vraiment urbaine, donc avec ces cadres qui grouillent de monde, où là c'est intéressant, c'est que Kaufman va s'en servir pour jouer sur les hors-champs notamment, donc dans les interactions même des figurants, la menace naît aussi par le hors-champ, comment il spatialise aussi son histoire et sa narration. Donc c'est deux salles, deux ambiances, mais qui ont tous les deux un charme bien distinct. Et moi pour le Kaufman en l'occurrence, je l'avais vu petit, alors une première fois ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu, je l'ai revu pour le podcast. Et moi, j'en avais gardé des espèces d'images vraiment très traumatisantes, quoi. Il y avait un film qui marque, quoi. C'est vrai que, le temps faisant, là, il y a une approche vachement plus charnelle, ne serait-ce que dans l'espèce de design des cosses, c'est des espèces de graines géantes en fait duquel les créatures clonées en fait sortent. Du coup il y a un truc un peu, bon c'est pas The Thing non plus quoi, mais t'as l'espèce de truc de chair qui sort un peu, je sais pas comment dire, qui est tu vois un amas de chair quoi, tu vois et puis après l'homme se forme au fur et à mesure. Et t'as ce charme du tout practical aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il y a un truc. C'est ça. Le traumatisme d'être là. Même aussi. le désagrégement, tu sais, complètement. J'ai oublié son nom. Le personnage de la collègue de Sutherland. Mais je préfère quand même le premier, parce que je trouve que le côté petit village
enfin ville plus restreinte, plus offre un truc de paranoïa plus importante parce que tu sais dans le cadre de la ville t'as vraiment ce truc de on est que dans des danger plus accessible. non mais tu vois ce que je veux dire en fait on est dans la ville dans le village tout le monde se connaît donc t'as vraiment ce truc de le médecin de campagne qui va d'une famille à l'autre et qui tu sais qui voit les trucs évoluer au fur et à mesure là où dans le truc de la grande ville bah, on se resserre vraiment que sur les personnages principaux. Alors, enfin, ça a un avantage aussi, du coup, c'est qu'on va s'intéresser un peu plus aussi à la relation, justement, un peu ambiguë c'est terrible, j'ai plus le nom du personnage, mais de Donald Sutherland avec sa collègue, qui, du coup, vont développer une relation amoureuse au fur et à mesure. C'est-à-dire que le premier a une approche beaucoup plus frontale, directe que celui de Kaufman, et a ceci d'avantageux par rapport peut-être à la version de Kaufman, que c'est dans un cocon, ou en fait rassurant. C'est un peu presque le mal qui vient nous trouver dans notre sommeil. En fait, on ne s'attend pas du tout à être en danger dans un cadre propice comme celui-ci. Et c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté même Spielbergien un peu dans l'approche. Tu sais, on est dans un petit pavillon, avec une espèce de bienveillance générale, presque un cadre à la Truman Show. Tu vois, c'est ça. C'est en fait, c'est un petit village, mais en même temps, tu as le côté presque lotissement américain, classe moyenne, florissante. Tu sais pas trop où ça se passe. Toi, c'est très, ça parle à tout le monde. C'est assez universel aussi comme approche. Et plus frontal aussi dans l'horreur. Là, clairement, puis là, on nous montre les monstres. On n'est pas dans cette école, justement, comme un Hitchcock ou un Spielberg va l'instaurer aussi avec, par exemple, Les Dents de la Mer. Là, la créature est frontale, entre guillemets, si on peut parler de créature. On va voir la transformation. Le principe même du body snatcher. Alors qu'ils n'ont pas été initiés par ces films-là, en l'occurrence, mais en tout cas, qu'ils l'ont ramené. Enfin, notamment celui de Kaufman, c'est vraiment un genre qui est après, dans les années 70. Début 80, alors avec The Thing, La Mouche aussi, avec le même Jeff Goldblum. Oui, c'est vrai. Vraiment a trouvé son apogée dans ces années-là. Du coup, je trouve aussi que la gestion en fait du crescendo de la tension est beaucoup plus maîtrisée, je trouve, dans le film de 56. Tu trouves ? C'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment ce truc au début de alors hormis le prologue et la conclusion d'ailleurs qui ont été tournés après coup, c'est des scènes additionnelles du coup parce que le studio trouvait que le film était trop sombre, donc il fallait un truc un peu plus positif sur la fin. Donc hormis ça, je trouve que on commence vraiment avec le truc le médecin qui revient dans sa ville après, je sais plus, il est parti en convention, un truc comme ça. Donc il revient, puis c'est juste, il y a quelques petits éléments au début. Quelque chose à changer. Il y a un enfant qui se fait courser par quelqu'un, et puis il veut pas aller à l'école, on essaye d'aller le chercher. Et puis en fait, t'as des petits éléments, mais lui, en fait, au début, c'est juste, il rentre chez lui. Et il rencontre en fait son ex, globalement son ex qui revient depuis de Londres, je crois. Donc au début c'est presque une sorte de petite début de comédie romantique presque, tu vois. Complètement. Mais c'est traité comme ça. Et les petites incursions il y a des trucs louches quand même. J'ai mon ami, elle a l'impression que son oncle n'est plus le même, quoi. Enfin, tu sais, c'est vraiment des petits trucs. Un procès qui est assez malin dans le sens où tu es impliqué tout de suite en tant que spectateur parce que tu découvres la ville quelque part en même temps que lui. C'est ça. Et du coup en fait ses réactions aussi face aux différences qu'il rencontre, en fait tu es tout de suite impliqué, tu comprends qu'il y a un problème sans connaître le village au préalable. C'est ça qui est intéressant. Et puis du coup tu vois le côté justement une fois que pas le fantastique, mais le côté science-fiction, le côté dangereux des clones. Pareil, il vient au petit à petit, c'est-à-dire qu'en fait dès le début il va côtoyer des doubles en fait. Mais au début c'est juste je sais pas comment dire, ils vont avoir des expressions de façade, mais dans le cadre du film, tu vois, tu fais pas trop tu vois pas trop ce qui cloche avec ces gens-là, et au fur et à mesure, du coup, il va insister sur ces petits, je sais pas comment dire, dans le jeu des acteurs, tu vois, où ils vont peut-être insister sur un bug d'expression, tu vois, parce que vu que c'est des créatures qui sont pas capables de, c'est pas qu'elles peuvent singer les expressions, mais elles ne ressentent rien, c'est un peu la problématique. Un détail qui va de différent, et puis, qui va faire naître la suspicion. Et vers le milieu du film où là ça devient vraiment c'est acté. T'as même une scène justement où il retourne voir l'ami de sa copine qui du coup qui pensait que son oncle avait été remplacé, qui du coup est elle-même remplacée, et là du coup donc il va la voir et puis du coup je vous annule le rendez-vous chez le psy, puis elle se barre, non c'est bon, pas besoin, et au moment où lui se barre, du coup on reste sur elle, et là ça y est, tu vois, là on accepte le truc de ok c'est bon, elle a été remplacée, donc là du coup t'as vraiment le regard, j'allais dire maléfique entre guillemets, tu vois. Et puis là du coup t'as même une scène de dialogue avec un autre en mode genre du coup elle est chez lui, il faut qu'on aille la chercher, complètement. Mais enfin du coup ça, je trouve que tu vois tout ça se fait crescendo, et encore une fois après à partir de là c'est vrai, là du coup on va vraiment dans le presque dans l'horreur pure, dans l'horreur pure, où du coup là ça devient
Mais c'est un mélange de la scène ils des se font genres. pourchasser, ils se font. On a un truc SF très assumé. Tu vois, je parlais de Guerre des Mondes. Alors évidemment, c'est pas les mêmes proportions dans le danger, mais il y a quelque chose, une approche un peu similaire, un peu académique notamment. Et je dis pas ça simplement pour le jeu des acteurs de ces années-là. On est en 56 quand même, mais c'est beaucoup plus académique dans la manière de filmer, dans la manière de présenter les personnages. Ça, il y a un côté presque théâtral, presque vaudeville au début du film, mais qui en fait son charme aussi. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est que en fait, il y a un côté presque, comme tu l'as dit, comédie romantique, comédie, tu vois, espèce de feel-good movie qui bascule tout de suite vers l'horreur. Et assez rapidement, que le Kaufman prend le temps, c'est aussi là où l'approche est différente, c'est que, outre le cadre urbain, qui permet d'avoir des cadres grouillants de monde, et on va jouer beaucoup sur le hors-champ, sur les réactions un peu, des fois, hasardeuses, disproportionnées de figurants dans le cadre. Il y a aussi ce côté, on prend le temps d'instaurer une ambiance. Aussi bien poétique dans toute l'ouverture du film. L'ouverture du film, c'est carrément une métaphore presque de la fécondation, on va pas se mentir. On est sur les sports d'une planète étrangère qui vont en gros se barrer, tout simplement prendre la direction de la Terre. Mais avec vraiment, t'as l'impression de voir une horde de spermatozoïdes. Littéralement, c'est typiquement. tout à fait ça. On ne se cache même plus de toutes ces thématiques-là. Et donc en fait, il prend son temps. On est dans une caméra, par exemple, Kaufman a une mise en scène beaucoup plus frontale, c'est-à-dire une caméra vraiment tremblotante, caméra portée, proche des corps. Moi je pense à une scène toute bête, mais où il y a une scène où justement le personnage de Matthew avec Elisabeth, ils sont dans la voiture et Elisabeth a déjà des suspicions, que ce soit envers son conjoint, mais envers un peu le monde qui l'entoure, en disant ils ont changé, je trouve que c'est bizarre, alors lui il ne la croit pas encore. Et c'est une caméra qui est fixée en fait derrière eux dans la voiture. En fait tu vois un peu tout le monde qui passe, et chacun a des regards un peu bizarres, un peu... Tu comprends qu'il y a un problème par l'image. Et c'est là où c'est vachement intéressant. Que le film de Don Siegel, qui d'ailleurs s'est illustré comme un réalisateur classique, avec une mise en scène vraiment... en fait, c'est vraiment la narration par les dialogues, par l'enchaînement des séquences qui construit la mise en scène. La première version de Siegel, c'est beaucoup les dialogues qui vont aussi nous faire ressentir ce danger imminent. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Je réfléchis. Je suis pas... Alors c'est pas que les dialogues, pour le coup moi je trouve que c'est plus le dialogue en partie, mais le jeu des acteurs aussi en fait. Et même surtout le jeu des acteurs je trouve. Je réfléchis. Tu vois typiquement par exemple dans le Kaufman, outre la mise en scène, le montage, l'atmosphère qu'il essaye de créer aussi on va parler de la bande originale, mais aussi le travail du son autour de ces séquences. Tu as aussi le choix du casting. Par exemple, toi, mêlé Donald Sutherland, Jeff Goldblum, même Brooke, alors j'ai perdu son nom Brooke Adams. Brooke Adams, qui a un visage un peu poupon, mais assez particulier également. C'est avec un menton très pointu. Il y a un côté bizarre. En fait, potentiellement, tu peux croire, ne serait-ce que à leur gueule, que ces mecs ont basculé, ou ont déjà basculé, ou vont basculer. En fait, ça crée aussi un espèce de sentiment de paranoïa. En tout cas, ça renforce le sentiment de paranoïa général. Alors oui, par contre, effectivement, du coup, le seul truc que je trouve, entre guillemets, à dire à celui de Kaufman, c'est que, tu vois, justement, à part la musique dans le premier, c'est le seul truc qui trahit le côté, justement, horreur sous-jacent, tu vois, de l'histoire dès le début. Là où celui de Kaufman, en fait, on est tout de suite dans une... C'est-à-dire que même, il s'est déjà rien passé, que c'est déjà lugubre, c'est déjà, tu vois, après, c'est juste que c'est une autre direction, c'est un autre choix, mais du coup il y a moins le côté en fait non, c'est juste que ça raconte deux choses différentes, c'est à dire que dans la première version c'est une ville qui est en train de tomber, en fait en réalité dans celle de Kaufman c'est déjà trop tard en fait, tu vois. T'as raison, en fait il y a aussi le mal est toujours plus prégnant quand il investit un endroit ou un cadre qui est comment dire c'est comme limite pas loin de la féerie. C'est ça, de Siegel, il y a un côté vraiment. C'est ce qui rajoute à l'horreur de ce truc-là, c'est que tu as vu le monde briller avant de le voir s'éteindre. Oui, bien sûr. Que c'est vrai qu'il y a l'atmosphère aussi lugubre, parce qu'on est sur un San Francisco dans la version de Kaufman, qui n'est pas le San Francisco comme on avait l'habitude de le filmer dans les années 70. Là, c'est un San Francisco qui est très sale, qui est très de cadre urbanisé, c'est que ça grouille de monde, mais il fait moche, il fait pas beau. Enfin, tu vois, c'est gris tout le temps. En plus, ça commence quand tu as la première séquence de Donald Sutherland qui va inspecter un restaurant parce qu'il vient pour faire son etchebest, grosso modo. En mode genre, c'est de la merde. C'est un inspecteur sanitaire, quoi. Et c'est vrai, c'est ça, tu vois, c'est déjà dans un truc genre t'es dans un resto un peu crade, un peu où le mec se fait, il a garé sa bagnole dans une ruelle sombre, où derrière les poubelles, où il se fait tabasser, il se fait caillasser le. Puis avec une galerie de mecs pas sympathiques autour de lui. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et puis ce que j'aime bien là aussi, j'aime bien ce parti pris un peu couillu de nous présenter le personnage de Matthew.
donc de Donald Sutherland. Ouais. C'est Matthew, hein, Matthew, je vous dis, putain, ouais. ouais. Qui, comme quelqu'un qui n'est pas forcément foncièrement sympathique au premier abord. C'est-à-dire qu'il est dans son, Oui, il est dans son rôle, Oui, oui. mais même lui le joue d'une façon Ouais, assez, ouais. tu vois, le visage très fermé, Ouais. très froid. Enfin, c'est assez glacial en fait comme ambiance. Donc tu te dis pas que tu vas t'attacher à ces personnages. Ouais. Et il arrive justement, moi, à me raccrocher avec leurs interactions. Moi, je trouve que leur histoire d'amitié amoureuse, que Ouais. basiquement, c'est une espèce d'amitié de collègue à collègue, mais Ouais. qui va se transformer. En fait, il y a un amour qui est sous-jacent depuis toujours, mais qui n'est pas avoué, qui est inavoué. Et du coup, je trouve qu'on le ressent assez vite, mine de rien. Et je trouve que c'est le tour de force aussi du film. Ça, c'est vrai. Par contre, du coup, je trouve que enfin après, c'est peut-être que du coup, là encore une fois, peut-être que le propos n'est pas le même, mais dans le premier, c'est assez clair que tu as vraiment ce propos de la problématique de cette race extraterrestre, c'est qu'elle va dépouiller l'humanité de ce qu'on estime, ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire justement cette propension émotionnelle, parfois du coup, effectivement, complètement, qu'on appelle ça... c'est hors logique, quoi. Parfois on est irrationnel. Côté sentiment humain désuet, un mais peu, c'est ça. Et ouais. du coup, tu as ce truc de bah oui, c'est pour ça qu'on appuie sur le côté relation amoureuse et en même temps aussi défaillante, parce que c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un truc qui est quand même assez novateur dans ce film où tu as ce côté, tu sais, c'est deux personnes divorcées. Tu vois, ce qui est pas très bien vu à l'époque. Elle, qui est quand même, pour le coup, quand même plutôt une femme un peu émancipée, justement déjà, donc, qui a divorcé, qui est partie à Londres toute seule, qui revient, qui, même tout au fil du film, tu vois, même si on est dans les années 50, hein, donc bon, elle est quand même la femme en danger, mais tu sais, elle parfois, elle qui va vachement les mœurs de l'époque. qui va prendre des décisions, qui va, tu sais, à un moment donné, ils sont enfermés tous les deux, et du coup, ils essayent de réfléchir à un plan pour buter. Et puis t'as l'autre qui fait ah non, je vais pas pouvoir, je pourrais peut-être en avoir 2 mais pas 3. Et puis elle arrive, elle prend un couteau, elle fait bah moi j'y vais quoi, je m'occupe du 3e, ce qui est pas dans ces années-là, ce qui est pas forcément hyper commun. Ouais. Et du coup, je trouve que ça donne plus d'impact et de poids sur le fait que tu sens la problématique que c'est que de se retrouver dans un monde qui va être froid, quoi. Et ça, je trouve que c'est plus concret là où dans celui de Kaufman, c'est présent aussi. Mais c'est moins... je trouve ça vraiment moins évident. Et en plus, justement, vu que tu suis aussi parfois des mecs qui sont un peu des gros cons quand même. Border, ouais. Bon, Leonard Nimoy, c'est peut-être le pire, mais en même temps, lui, il est déjà transformé. D'ailleurs, je parlais de casting de gueule, mais typiquement, hein, le fait de prendre Spock, je pense que c'est pas aussi... c'est un choix qui a été pensé pour l'occasion. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça, après, si on était taquin, on pourrait dire que la version de Kaufman, c'est une sorte de métaphore... non dissimulé du grand remplacement. De la théorie du grand remplacement. On pourrait le dire comme ça. Je rigole, évidemment, c'est une blague. Alors, c'est une blague et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est plus comment dire, la représentation idéologique qu'on a été faite, c'était plus une critique du communiste à l'époque, du communisme. Ouais, ce que j'avais fait. Mais qui en fait, alors, je sais pas si ça vient du bouquin. Peut-être que le bouquin est vachement plus frontalement mais alors, anticommuniste. c'était l'époque qu'il le voulait parce que je sais que le film en tout cas de Seagal, c'était pas du tout forcément comme ça qu'il avait été pensé. Lui, c'est pas, enfin, en tout cas de ce qu'il en dit et de ce que les acteurs acteurs en disent, c'était pas du tout. Et ça a été repris comme ça, comme en fait une espèce de peur du mal inconnu, du mal intérieur. C'est-à-dire potentiellement tout le monde est coupable, quoi. Ouais. Puis c'est surtout que dans les faits, c'est quand même à un moment donné d'ailleurs, le personnage du médecin le dit factuellement, c'est-à-dire qu'en gros le fonctionnement de cette espèce extraterrestre, c'est tout le monde va se retrouver au même niveau en fait. C'est ça la problématique, c'est que du coup il y a plus j'allais dire comment on appelle ça, disparatité, ça ne se dit pas de disparité. Merci. De disparité. Il n'y a pas de disparité entre les personnes. Comme le communisme où en fait on est tous à un niveau égal et bien sûr. ce qui pour un Américain est complètement insensé. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette vision de l'anticommunisme qui a été rattachée. Mais du coup, de ce que raconte et très bien d'ailleurs le Blu-ray, l'édition de Blu-ray que tu m'as passé. T'as un petit docu à la fin. On va en parler. Et du coup, justement, l'acteur dit que, en fait, à l'époque, tout le monde y voyait donc, tu avais les anticommunistes primaires qui voyaient un message anticonservateur et les conservateurs qui, eux, y voyaient un message anticommuniste assez fort. C'est des thématiques universelles, c'est la peur de l'inconnu, la peur du mal, qui est mon voisin, entre guillemets. Donc il y a aussi ce truc-là, mais en fait, la paranoïa, et c'est pour ça que moi je la trouve plus prégnante encore dans le film de Kaufman. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'es étouffé par cette mise en scène très proche du documentaire, qui est très réaliste et qui s'autorise parfois des petits segments un peu plus poétiques, comme la scène d'ouverture et autres. Et en fait, je trouve que t'as un côté presque le mal investi, un cadre hyper réaliste.
que la version de Seagal n'est pas réaliste. On est dans quelque chose de vaudeville. Puis c'est vrai qu'on voit dans le décorum, effectivement, il y a le côté. On est dans un studio, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une vie de studio. Et puis surtout, le Kaufman assume aussi son côté. Tu vois, on est dans un cadre hyper réaliste et il y a un basculement qui s'opère à partir d'1h20 de film, vraiment sur la track finale. Où là, on est même dans les jeux de lumière. T'as l'impression de voir des projets. En fait, tu grilles un peu les projets. Et en fait, ça donne une espèce d'atmosphère très lugubre, très particulière. Où avec toi, les cris que pousse. Alors, ça, par contre, effectivement, c'est le point fort, je trouve, de celui de Kaufman, c'est le cri des créatures qui marque et qui, pour le coup, c'est très cinématographique, quoi. Et qui est presque repris d'ailleurs dans la version de The Thing, le remake de The Thing par Carpenter. Oui, c'est vrai, avec les mains, tu vois. Oui, comment il s'appelle on assume le virage vraiment horrifique, mais science-fiction, quoi. Il y a vraiment un truc. Ça vient d'ailleurs, quoi. Et ça, c'est pas mal, parce que moi, ce que j'aime bien aussi à ce moment-là, c'est que on est encore sur un groupe qui est soudé, donc qui est encore composé du personnage de Goldblum, donc de Matthew, Donald, Elizabeth, et en fait, le groupe va se disloquer à partir de là, et à partir de du moment où ils se séparent, en fait, simplement parce que la track le veut, genre ils sont tous pris au piège. Là, on ne fait confiance à personne, et on va retrouver ces personnages plus tard dans le film à des endroits différents, et là, la situation est hyper prégnante. Et là, c'est là où ça marche bien. C'est d'avoir misé vraiment sur quelque chose de collectif au début pour vraiment, après, tu te retrouves tout seul dans la merde. Quoi. Après, en termes de structure, pour le coup, c'est vraiment relativement similaire. Quoi, parce que pour le coup, il y a vraiment toutes les... tous les éléments, alors du coup le cadre n'est pas le même, mais vraiment à chaque fois la même chose. Il y a ce truc de on rapproche le groupe, ils sont 4, il y a le psychologue qui navigue autour, qui très vite se retrouve, on comprend que que lui il est déjà c'est déjà un des autres, quoi. Et le côté ils vont se séparer, et le côté dans les deux cas c'est le personnage de Goldblum, je crois que c'est le même nom de personnage d'ailleurs, oui, qui fait presque Jack, je crois, un sacrifice ouais. Alors là c'est pas un sacrifice dans le mais par contre t'as 56, ce truc, je me rappelle plus comment ça marche dans celui de 56, c'est ils doivent se séparer parce qu'en fait ils disent vous allez sortir, il faut que vous sortiez de la ville pour vous ramener de l'aide. Moi potentiellement je vais avoir le FBI ou je vais avoir quelqu'un au téléphone, donc il faut qu'on soit là pour répondre au téléphone pour pouvoir et du coup c'est pour ça qu'ils se séparent. Mais par contre de la même manière du coup ils en retrouvent du coup Jack, donc Goldblum dans la version de 76, c'est King Donovan dans la version de 56, 78 d'ailleurs, je dis 76, tu vois, 78, c'est de ta faute, hein, c'est de ta faute. D'ailleurs 78, pareil, beau succès, 3,5 millions de budget. Ce qui déjà à l'époque était un sacré budget, mine de rien, et ça se ressent, ça grouille de monde, c'est assez ample aussi. C'est vrai. Et, ce qui est pour le coup pas le cas de celui de 56. Puis tu tournes à San Francisco, je pense qu'il y a beaucoup de scènes en studio, et encore, vraiment quand on commence à embrasser le fantastique, avec les zones où ils font pousser les plantes, là on sent le studio, mais à côté de ça, c'est quand même beaucoup tourné en ville, avec des rues, tu vois, ils ont dû bloquer des rues. La scène de l'accident, là, quand t'as le mec qui se fait pourchasser, on sait pas trop ce qui se passe, mais il se fait écraser par une voiture, avec tout le monde qui... là t'as quand même tout un carrefour qui est... Et t'as clin d'œil, je crois que l'acteur du premier film, on le revoit donc dans la version de Kaufman, où c'est celui qui va les prévenir du danger, qui va se coller à la bagnole. Ah c'est lui, putain, oui d'accord. Du coup c'est rigolo ça, du coup ça fait référence effectivement à la fin du film de 56, où en fait à la fin il va sur... tu vois, typiquement ça c'est un truc que je trouve trop bien, ce moment où... du coup ça y est, il a réussi à s'échapper de la ville, il va aller sur l'autoroute, donc du coup il va pouvoir aller prévenir quelqu'un, il y va, et t'as tout le monde, tous les extraterrestres qui sont derrière, qui sont en mode il faut qu'on aille le chercher, il fait non c'est bon, personne ne croira. Et là il y va, et il essaye d'attraper tout le monde, il essaye d'arrêter tout le monde sur l'autoroute, les voitures, les passants, et tout le monde s'en fout, casse-toi, mais vas-y l'ivrogne, mais barre-toi. Et puis d'ailleurs on parle de caméos, t'as des caméos un peu étranges dans le film. Alors, on se posait la question, on l'a revu ensemble aussi pour l'occasion là, de Kaufman. Et en fait, tu vois un mec, un prêtre en balançoire au début du film, donc j'ai vérifié, c'est bien Robert Duval, donc, qui en 76, donc là en 78, Robert Duval du Parrain. Non, pas Robert Duval. Si, Robert Duval. Robert Duval qui était là, donc était un mec qui était déjà connu et qu'on voit 3 secondes sur sa balançoire à faire comme caméo. J'ai pas compris en fait est-ce qu'il y a un sens par rapport à sa carrière. Parce qu'en fait, tu le vois en fait en tant que prêtre, et limite là aussi quand on parle de danger prégnant dans le décorum, et ce qui se passe c'est que là, le prêtre avec les enfants, c'est vrai que c'est un peu chelou. On est sur un prêtre, pour contextualiser, qui fait de la balançoire, donc, dans son costume de prêtre, et qui va regarder des enfants jouer à côté sans que tu comprennes trop pourquoi dans le film. Parce que on n'y revient jamais. Mais du coup, c'est Robert Duval. Et t'as également Don Siegel qui fait une des. Alors je sais plus à quel moment il joue, mais je sais qu'il est dedans. Qui fait une espèce d'apparition là aussi, un chauffeur de taxi. Voilà. C'est ça. Donc très rapidement, mais du coup il y a aussi ces hommages assez invisibles pour le coup, faut le savoir. Manifestement celui de 56 a quand même marqué
a marqué le cinéma et les Américains en général. Je trouve alors après, je suis pas spécialiste du coup de cette période, mais j'ai quand même l'impression que ça pose un tournant dans le sens où j'ai quand même plutôt une imagerie des films de SF dans les années 50, tu sais, très Plan 9 Out of Space, enfin tu sais, Bien sûr. j'ai plus le nom. La planète interdite. Ouais, enfin, Star- tu vois, des trucs hyper fauchés avec des monstres en plastique. Et Ouais. là, c'est quand même. J'ai l'impression que c'est une des premières fois où en fait on aborde la science-fiction d'une manière un peu plus noble et réaliste, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que à part Avec et ces encore- notions aussi de mutation. Ouais, c'est-à-dire que tu as ce même, ce même truc de SF pur, c'est des créatures qui sortent de plantes, tu vois, donc c'est quand même, Exactement. vraiment improbable comme truc et vraiment surréaliste. Et en même temps, la manière d'aborder ce truc-là est déjà à ce moment-là très charnel aussi, parce qu'en plus, pour le coup, l'effet spécial est quand même assez ouf, je trouve, pour l'époque. Ouais, Parce que tu vois la cosse s'ouvrir, tu vois l'espèce de. Pareil, ils expliquent qu'ils ont créé une espèce de. Comment on appelle ça, de truc enfin automatisé en fait pour faire sortir l'espèce de corps où tu as la tête qui repart en Complètement. arrière. Non, c'est assez novateur. Et puis ce qui est marrant, c'est que aussi bien Siegel que Kaufman se sont illustrés plus tard dans des films, dans des genres complètement différents. Seagull, oui, clairement. Siegel, c'est un mec qui il y a du une western, sorte très il y a classique du, du western. Il avait polar. fait l'évadé d'Alcatraz, il est inspecteur Harry, donc enfin en tout cas le premier. Toi, une mise en scène beaucoup plus classique sur des films urbains pour le coup, donc c'est marrant que ce soit switché comme ça. Que Kaufman, ce sera Light of the Hero entre autres, hein, mais des mecs qui ont emprunté des virages différents. Et c'est ce qui fait aussi, je trouve, la singularité de ces films-là, c'est on embrasse des codes différents pour les deux approches, mais avec une patte qui est quand même assez particulière, mine de rien. Enfin, on s'en rappelle aussi pour ça. Ouais. C'est-à-dire le Kaufman, moi, j'ai rarement vu des films qui jouent sur cette ambiance comme ça, même sur le côté expérimental qui dans va la bande-son. plus loin, et je trouve qu'il y a des similarités un peu. Je sais pas s'il y a une vraie. Si c'est un vrai hommage ou pas, mais de Adrenaline, l'échelle de Jacob. Complètement. Dans certains passages très urbains aussi, où le mec se barre Bien sûr. en Après, métro, dans la voiture, et puis il croit croiser des espèces de créatures. Et je trouve que tu as le même ambiance poisseuse. Peut-être des hommages beaucoup plus putassiers. Alors, on dit beaucoup, et c'est vrai complètement, que un film comme The Faculty de Rodriguez est un espèce de remake éhonté de The Thing de Carpenter. Mais c'est également inspiré vachement de ça. C'est exactement la même chose. C'est les extraterrestres qui nous remplacent. C'est des clones. Alors, ici, au sein d'un campus universitaire. Mais c'est exactement la même chose. Sauf qu'ils sont allergiques à la drogue, mais ça, c'est un autre. On te refait d'ailleurs la scène de The Thing. Alors, la différence, c'est pas du test sanguin, là, c'est qui c'est qui va sniffer la coke et qui c'est qui va réagir, quoi. Mais c'est exactement la même chose. Mais c'est un emprunt de ça. Et The Thing de Carpenter, j'avais sous-estimé à quel point aussi, parce que The Thing de Carpenter a déjà une itération complètement différente de celui de Hawks, Oui. mais à quel point il s'inspire aussi de ces body snatchers-là. Ouais. C'est vraiment un genre qui a été initié fin 70, en tout cas qui a été relancé par Kaufman, Ouais. et après, t'en auras beaucoup. Ah oui, The Thing, c'est 80. C'est 82. Ah putain, oui, c'est vrai. Ouais, donc après, tu vois, La Mouche, Ouais. alors qui était lui aussi déjà un remake tiré d'un roman, mais enfin en tout cas c'est vraiment en termes de cinéma, c'est ces époques-là qu'on remis au goût du jour ce genre. Et ceci dit, c'est intéressant aussi de voir que, tu vois, on dit souvent que les remakes c'est un truc très récent, très contemporain, mais en fait pas du tout, quoi. Enfin, tu vois, là, rien qu'en parlant de The Thing et en parlant de Body Snatcher, il y a eu 4 remakes. 56, donc 20 ans après, alors, ils ont fait. Peut-être à préciser, parce que là, on s'est arrêté vraiment sur la version de Kaufman et Siegel. T'as aussi, une version de 93 de Belle Ferrara. Ouais. Et une version 2007, non 2007, Invasion. Invasion avec Daniel Craig. Daniel Craig, Nicole Kidman. Ouais. Et du coup, alors c'est assez rigolo. Alors les réalisateurs, c'est le réalisateur de La Chute. C'est un réalisateur allemand. Ok. Et du coup, comme j'imagine, il y a dû avoir des ingérences du studio. C'était un film à problème, ça je me rappelle. Le réalisateur de V pour Vendetta qui a tourné des scènes additionnelles apparemment. Mais qui est pas inintéressant. Après, enfin là, comme ça, je t'avoue, je n'ai plus de souvenir de ce film-là. Et puis qui prenait un virage différent. C'est vrai que comme alors, tu dis, la menace était plus proche de celui de Kaufman. Ouais. Parce qu'on est dans un cadre urbain. Ouais. Par contre, il y avait un côté un peu plus, j'ai l'impression, enfin de mémoire plus politique. Il me semblait du coup que et puis tu avais vraiment le truc factuel de t'as un truc qui tombe du ciel. Donc du coup tout part de là. Il y a un peu un côté, je me rappelle en termes d'ambiance de, je sais pas si tu te rappelles le remake de Le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves. Si, bien sûr. Et je trouve qu'il y avait un peu. C'est pas le meilleur remake du monde, on va pas se mentir. Non, pas du tout. Mais t'avais, je trouve, cette même ambiance là et aussi de politique, tu vois, de t'as un truc qui tombe, tu vois, et du coup politiquement comment on récupère genre les informations, comment ils en parlent et tout. Puis t'as même une scène de justement une conférence dans un truc politique quelconque et du coup t'as des clones. Et en plus leur manière eux de contaminer, c'est je crois que c'est une bactérie
ou une espèce de boue, ou un truc comme ça, et du coup tu les vois gerber dans la flotte, tu vois, directement dans les pots d'eau. Je vais te dire même Spider-Man 3 quelque part. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, alors par rapport à l'eau, et ça c'est un truc que j'ai pas compris dans celui de Kaufman, c'est que je trouve il y a un rapport à l'eau. C'est-à-dire que tu as très souvent, je sais pas comment dire, ils prennent du temps sur on boit de l'eau et c'est inquiétant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'as souvent ce truc de passer un verre d'eau, puis ça. ils prennent le. Mais sauf qu'à aucun moment. Enfin, je ne comprends pas à quoi ça sert, mais je trouve que t'as des trucs un peu grandiloquents sur le fait qu'ils boivent de l'eau. Cette espèce de peur de contamination au début. Ouais, je sais pas. Après, c'est bizarre, ils font le rapport assez vite Parce avec que les plantes. bah, c'est ça, c'est pour ça. Mais effectivement. Mais d'ailleurs, on parle des plantes, c'est assez intéressant aussi dans le Kaufman, c'est qu'il joue aussi de sa mise en scène par rapport à ça. C'est-à-dire que dans les cadres, oui. t'as toujours un peu de plantes un qui peu, dépassent. c'est vrai. En fait, qu'est-ce Phénomène avant l'heure. Phénomène avant l'heure. Mais t'as toujours un peu de plantes, et en fait, tout le temps omniprésent. En fait, tu te dis ça sert à rien, c'est même un peu trop omniprésent. Tu te dis pourquoi il y aurait des plantes à ce moment-là. Ouais. Tu te poses même plus la question, pourquoi? Parce qu'en fait, t'as toujours ce sentiment, avant même que tu te poses la question, Ouais. d'un danger qui est. Bah, puis c'est vrai que ça commence Ouais. comme ça en plus. C'est-à-dire qu'on tout passe le du plan spermato à, à le truc pousse sur une plante. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as vu en plus l'espèce de petit bourgeon, régulièrement tu vas voir en fait le petit bourgeon popper dans une plante C'est ça. quelque part. Ouais. C'est ça. Avec cette échelle de grandeur aussi, Ouais. en fait, la plante a sa propre vie. Alors, des fois, tu reviens sur la plante dans un autre cadre, dans une autre temporalité dans le film. En fait, tu remarques qu'elle a évolué. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc-là. Donc, ce rapport à la mutation assez indirect. Et alors, oui, pour revenir justement par rapport à ce. Je pense que c'est. Ce truc de. Je trouve que la version de 56 est plus effrayante et c'est dû au crescendo, etc. Et c'est aussi dans son rapport de la manière dont il traite l'extraterrestre, parce que je trouve dans la version de 76, justement avec le côté parfois un peu poétique, il y a un côté fascination. Tu vois, le plan où, enfin toute la séquence où du coup ils se retrouvent tous les quatre en train de dormir chez Sutherland, c'est terrible, je vais pas son perso, donc Matthew. Donc ils vont tous dormir chez Matthew. Lui, il va sur le toit, dans son jardin d'ailleurs, sur son toit, je crois que c'est les toits de son appart où il habite. Et puis t'as des plantes et des trucs. Et puis il se met à dormir, tu vois. Et là, du coup, tu vois les trucs pousser. Et tu sais, t'as un truc vraiment poétique, quoi. Presque, tu vois le truc qui sort, qui éclot doucement. T'as le mec, tu vois, qui s'endort. T'as une espèce de lumière un peu, je sais pas comment dire, un peu brillante, tu vois, un truc un peu. Alors qu'en fait c'est horrible, en plus c'est dégueu parce que tu as l'approche comme disait de The Thing très charnel de l'effet spécial aussi, tu vois, qui encore plus que dans effectivement de la version de 56, quoi, parce que dans la version de 56 t'as même un truc à base de, d'ailleurs ils disent, je crois qu'ils ont utilisé du savon, donc t'as fait une espèce de mousse, de bulle, là où t'as vraiment le côté visqueux dégueu, mais quoi, qui reprennent, et d'ailleurs je pense que c'est un clin d'œil dans la première scène, la scène d'ouverture du Kaufman, où en fait, donc tu vois, alors c'est plutôt bien foutu d'ailleurs, hein, tu vois en fait les spores qui commencent à... Oui, c'est vrai, oui. D'un coup, t'as un plan avec des projections de mousse. Oui, c'est vrai. Et vraiment où c'est clairement assumé, parce que tu vois bien le distinguo. Et d'ailleurs, la scène où il découvre le premier corps, en tout cas la première mutation, qui n'est pas encore terminée, du personnage de Goldblum au salon de massage, là, est assez, pareil, moi dans son genre, c'est assez dégueulasse, quoi. Moi je trouve que ça marque, quoi. Avec le personnage du mec au chapeau qui se balade dans le cadre, derrière le rideau. Et d'ailleurs, alors je prends son nom, c'est Veronica Cartwright, cette nana-là, qui joue dans Alien, du coup un an plus tard. Qui fait la seconde nana du Nostromo. Qui se fait littéralement violée par le Alien, d'ailleurs. Oui, effectivement. Clairement. Dans la oui. Et du coup, voilà. Donc, suite logique. Le monde est petit. C'est ça que le casting est cool, quoi. Et puis, alors, c'est pareil, moi, du coup, c'est peut-être. Est-ce que parce que j'ai vu La Mouche trop de fois et qui m'a marqué à vie, mais on est peu de choses près à 10 ans d'intervalle entre les deux tournages, entre La Mouche et le Kaufman, et en fait je vois Goldblum jouer la mutation, en fait il incarne presque la mutation incarnée, et du coup à tel point que... surtout que là, jeune, il y a comment dire, les formes de son visage, genre son nez, la forme de son... on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le casting est très particulier. Ouais, et puis ça lui fait des espèces de yeux un peu globuleux, tu vois, plus que... Enfin, j'allais dire plus que ce qu'on a l'habitude, parce que Goldblum, effectivement, t'as La Mouche et puis Jurassic Park, en fait, c'est les deux qui vont ressortir. Mais Kaufman en joue de ça, hein. Le gros plan sur les yeux qui s'ouvrent, sur le lit sur le massage, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Et moi j'aime beaucoup aussi la façon, encore une fois, de Donald Sutherland. Moi je vois Kiefer Sutherland avec une moustache, quoi. Mais il est à la fois rassurant, intriguant, et en fait, moi à la fin, quand finalement le film se termine, le mec qui passait de l'autre côté, quoi, littéralement, et putain, ça me. Enfin, tu vois, émotionnellement, je suis pris, quoi. Je me dis, putain, je me suis attaché à ce mec-là. Alors qu'au départ, nous est présenté comme un mec un peu droit, enfin, qui fait son boulot, mais simplement qui n'a pas d'empathie vraiment
on ressent pas l'empathie du personnage tout de suite. Oui, Même c'est quand, vrai. donc Elisabeth se plaint à lui voilà, comment dire, du changement qu'elle distingue dans son entourage. Limite, il la croit pas trop, il l'envoie direct à un psy parce que tu vois, il n'y a pas cette empathie-là tout de Oui, suite. c'est vrai. Donc moi je trouve plutôt intéressant le cheminement du perso. Un autre truc, pour le coup, pareil par rapport à la version de 78, je trouve que le film de Siegel a un aspect plus menaçant de la masse des extraterrestres. Oui, je trouve que tu vois, justement, si tu compares les deux séquences où ils se font poursuivre, en fait, comme tu es dans justement le côté village, quand tu as le plan large, tu vois, de la ville et que tu vois au début une petite voiture de flic, un flic sortir, et là tu commences à voir les gens qui sortent de partout. Ouais. Tu sais, comme t'es à la base dans un petit village et que t'as vu que de temps en temps 2-3 personnes, machin, là de voir tout le monde sortir et que là tu sais, littéralement t'as cette sensation de ah oui non mais en fait là tout le monde dans le village, tout le monde dans la ville est contaminé, il y a plus que eux deux quoi. Mais d'ailleurs, Dans la version de Kaufman, mais après ça va avec l'effet aussi peut-être urbain où du coup ils sont plus, enfin paradoxalement ils se resserrent plus et t'as moins je trouve de plans larges tu vois où tu verrais plus de foule tu vois les coursés. On est plus dans ils se barrent dans des ruelles, à un moment donné ils vont dans un espèce de hangar donc t'as juste 3 à 4 personnes, tu vois des ombres, des trucs comme ça. La menace est importante également en termes de monde qui vont les poursuivre en termes de quantitatif quoi. Plus la mise en scène aussi va se libérer d'espaces très, très étroits, très rétrécis. C'est-à-dire qu'à la fin on est carrément dans des espèces de hangars énormes. À la fin, c'est vrai. T'as ce truc là où la ville prend tout d'un coup une autre dimension. Et moi ce que j'aime bien aussi, alors attends, j'ai un petit trou de mémoire. Ce que j'aime bien aussi avec ces deux films là, dont leur approche différente, c'est que ça inaugure presque le film de zombies postmoderne. C'est-à-dire on est sur l'imagerie voilà, d'une foule de personnes contaminées qui va courir. Il y a aussi ce truc mine de rien que t'as pas vu beaucoup à cette époque là. Aussi bien 16 que 70. Oui. Ça fait presque film toi, de la nuit des fous vivants, je crois. Alors, vérifier le titre américain de Romero. Ouais. Mais cette notion de contaminé, il y a presque un truc à la fin, on est à la fois dans le fantastique SF, mais aussi dans le truc où presque ils ont la rage. Quoi. Ouais. Et ça marche bien aussi. Ça, dans le côté urbain, un peu réaliste du deuxième de Kaufman, je trouve que il y a une espèce de parabole bien, qui est intéressante. En tout cas, on serait conseillé de voir ces deux films. Complètement, bien plus que. Et puis encore une fois, je trouve que c'est des films encore une fois qui ont moins mal vieilli que la plupart des films de cette époque. Mais justement, je pense parce qu'ils sont peut-être une sorte de pivot. Et de par le caractère novateur aussi. Ouais, c'est ça. Et que du coup, après ces films-là, finalement, on s'est peut-être un peu appuyé sur eux pour raconter les films de SF après ça, quoi. Ça a imposé une sorte de schéma narratif de beaucoup de films de ce genre en fait. Les films d'infectés, clairement, ça reprend la trame basique de ce film-là, quoi. Donc non, c'est cool, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on ne saurait que vous conseiller de regarder ces deux films. C'était notre retour sur Invasion of the Body Snatchers. On n'a pas le prochain film du coup à traiter. On aime bien improviser, donc oui, ça sera la surprise. On se retrouvera donc la prochaine fois. On va pas donner de date non plus parce qu'en ce moment on n'est pas du tout, je trouve pas le mot. On n'est pas ponctuel. On essaie de se recadrer sur un rythme toutes les 2 semaines. Mais... Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut à tous, salut Arnaud. Salut.